Vous allez dans votre magasin vidéo de quartier, vous achetez une console de jeux vidéo, vous rentrez chez vous, vous branchez le tout et à vous de jouer. Si seulement c'était aussi simple avec un PC. Mais si vous achetez un de ces kits d'évolution pour multimédia, il peut s'écouler des heures et des jours avant que votre nouvelle carte son et votre lecteur de CD-ROM parlent la même langue que votre PC. Mais tout cela va changer avec une nouvelle norme d'expansion baptisée Plug and Play, le prêt à l'emploi. Aujourd'hui, nous allons voir que l'addition d'un périphérique sur votre PC est simple comme Macintosh. Plug and Play dans cette édition des Chroniques de l'informatique. Chronique de l'informatique. Bienvenue aux Chroniques de l'informatique, ici Stuart Chiffé et j'ai avec moi Tom Halfield, rédacteur en chef de la revue Byte Magazine. Tom est l'auteur du récent article de Byte Magazine sur Plug and Play. Tom, je viens d'acheter ce kit d'évolution multimédia livré avec un épais manuel. J'ai 5 disques d'installation, une extension que je dois installer et divers câbles intéressants dont je ne sais que faire. Nous savons que l'installation de périphériques sur un PC peut être un vrai casse-tête chinois. Vous avez ici un Macintosh. Je voudrais vous parler du Mac. Je viens d'acheter un lecteur de CD-ROM. Montrez-moi comment j'installerai le lecteur de CD-ROM sur ce Mac. Vous avez d'abord connecté le lecteur de CD-ROM à l'ordinateur avec un câble qui relie le lecteur à l'ordinateur, car le Mac est muni d'une prise SCSI, l'interface nécessaire dans ce cas. Il nous reste donc juste à installer le Et logiciel. vous avez un disque d'installation. Un disque d'installation, ce disque contient des pilotes de logiciels et les fichiers dont l'ordinateur a besoin pour reconnaître et utiliser le lecteur de CD-ROM. On voit une icône de configuration et je suppose que vous cliquez 2 fois dessus. Exactement. Le programme d'installation est en marche. Je précise que c'est un Macintosh 2CI 1989. Il y a 5 ans, le Mac pouvait déjà faire tout ça tout seul. Oui. Bon, on a un message de bienvenue, on clique sur OK, puis sur Install, et c'est parti. Il dit « Détermine les fichiers nécessaires ». Et le Mac détermine lui-même les conflits éventuels, où doivent aller les fichiers et ce genre de choses. C'est exact. Il copie les fichiers qu'il lui faut du disque souple sur le disque dur de l'ordinateur, les place au bon endroit sur le disque et vérifie qu'il n'y a pas de conflit avec les autres éléments. Et il n'a posé aucune question du genre « Que voulez-vous faire » ou « Quel est le numéro ?» Il dit quand il a fini. Il dit de relancer, relançons le Mac. Quand l'ordinateur repart, il reconnaît normalement le lecteur de CD-ROM et fait apparaître l'icône sur l'écran. Bon, nous devons le relancer parce qu'il doit maintenant reconnaître tous ces nouveaux lecteurs quand il se remet en route. Pourquoi est-ce tellement plus compliqué sur un PC que sur un Mac? Eh bien, les PC existent depuis 1981 et franchement, ce système est un peu dépassé aujourd'hui. Il existe des tas de dispositifs qui n'existaient pas à l'époque. Il n'y avait pas de lecteur de CD-ROM à l'époque. Ces conflits ne se règlent pas du jour au lendemain. Vous risquez d'avoir un conflit avec les circuits d'accès direct à la mémoire, avec la mémoire ES, les demandes d'interruption, le pilote de logiciel. Et vous devez essayer de les résoudre. Vous avez essayé d'installer le même système sur votre PC? Oui, j'ai un nouveau PC. Ça m'a pris 4 jours parce que j'ai dû installer une extension CD-ROM, une carte vidéo, une carte réseau, une carte fax modem et elles étaient toutes incompatibles. Et vous n'êtes pas un Je suis débutant. censé m'y connaître. Et il vous a fallu 4 jours. Bien. Le Mac que vous avez ici a l'air content, non? Absolument, le lecteur de CD-ROM est connecté au desktop, la fenêtre s'est ouverte automatiquement et on est prêt à utiliser un CD-ROM. Bon, en théorie, avec Plug and Play, ce sera aussi simple sur un PC. Oui, c'est l'objectif, rendre la manœuvre aussi simple que sur un PC. Bien, aujourd'hui, nous allons voir plusieurs solutions au problème des extensions, du Plug and Play au Plug and Tell, jusqu'à la suppression des câbles. Ceux qui ont développé la norme Plug and Play se nomment Microsoft, Intel et Compaq. Nous allons commencer par une petite leçon sur Plug and Play avec les 3 compagnies qui sont à l'origine de cette nouvelle norme PC. Cet utilisateur de notebook arrime sa machine sur un ordinateur de bureau, une scène qui relève encore de la fiction pour la plupart d'entre nous, mais qui pourrait devenir une réalité lorsque le système Plug and Play sera étendu aux ordinateurs personnels l'an prochain. Mais pour que Plug and Play se généralise, les distributeurs de matériel et logiciels PC savent qu'ils doivent adopter une norme universelle. C'est là qu'intervient l'association Plug and Play, un groupe professionnel qui couvre tout l'éventail des techniques informatiques. Le fabricant de systèmes, comme Compaq, doit s'assurer qu'il fournit tous les éléments du plug and play, ce qui comprend le système d'exploitation, un système d'entrée-sortie BIOS, des cartes d'extension prêtes à brancher et à fonctionner dans le système. Les distributeurs de cartes d'extension doivent appliquer la logique plug and play à leurs extensions de sorte que, une fois introduites dans l'environnement du système, elles soient reconnues comme carte plug and play et soient configurées en conséquence.
Les distributeurs qui fournissent les BIOS aux fabricants de PC introduisent des extensions dans leur BIOS, leur système d'entrée-sortie standard, pour garantir qu'ils sont équipés pour Plug and Play. La future norme Plug and Play dépendra autant des logiciels que du matériel. Et c'est pourquoi la prochaine version de Windows, Windows 95, sera particulièrement importante. Windows 95 comprend la mise en place intégrale de l'architecture Plug and Play dans le système d'exploitation, et cela sous des formes diverses. Il existe une série d'éléments appelés énumérateurs de bus, qui sont chargés d'identifier tous les périphériques connectés à chaque type de bus. Par exemple, il y a un énumérateur de bus PCI, un énumérateur de bus ISA et même un énumérateur de bus SCSI. Ces énumérateurs identifient les périphériques branchés sur leur bus. Un autre élément de Windows 95 est ce qu'on appelle un répartiteur de ressources qui affecte et surveille l'emploi des ressources comme les circuits DMA, les lignes de demande d'interruption, les mémoires, etc. Un autre élément de Windows 95 est le registre de configuration qui gère toutes les configurations installées. Pour le commun des mortels, il serait probablement impensable aujourd'hui d'installer toutes ces cartes à la fois sur un PC. Mais le système complet Plug and Play de demain ne devrait avoir aucun mal à reconnaître ces nouvelles extensions et les propriétaires de PC n'ont pas été entièrement oubliés. Nous sommes conscients que beaucoup de gens sont déjà équipés et qu'ils vont continuer d'utiliser leur système. Nous avons donc fait tout notre possible pour faciliter le processus d'installation de Windows 95 sur les systèmes existants. Même si vous n'avez pas le nouveau dispositif Plug and Play, vous pourrez utiliser Windows 95 et en fait, en regardant vos fichiers actuels, INI, SYS, Windows 95 peut s'installer sans problème. Pour les chroniques de l'informatique, Victoria Smith. Il y a un autre acteur important dans la révolution Plug and Play. Il s'agit de Phoenix Technologies, les auteurs du BIOS, le système d'entrée-sortie qui a permis tout ça. Albert Sarai travaille à Phoenix Technologies. Nous avons également Don Coffin de Future Domain qui nous montrera une carte d'extension qui utilise la technologie de Plug and Play. Albert, je vais commencer par vous. Décrivez-nous le matériel que vous avez ici. C'est une image P90 NEC équipée d'un processeur Pentium et d'un BIOS Plug et Play Phoenix. Vous avez un PC Pentium et votre BIOS Plug and Play. Parlez-nous des cartes, Don. Votre carte Future Domain, qu'est-ce que c'est? C'est notre carte contrôleur SCSI Plug and Play, la carte d'extension qui fait fonctionner le CD-ROM, qui donne accès à l'application CD-ROM. Comme vous voyez, c'est un plug and play, ce qui veut dire que l'utilisateur n'a aucune décision à prendre en termes de réglage de cavalier, interrupteur, port d'entrée-sortie, etc. À la différence des anciennes cartes, comme la carte son, où il y avait des tas de décisions à prendre et de choses à changer. Oui, c'est la carte Sound Blaster qu'on a vue au début de l'émission. Et comme vous l'avez dit, elle a toutes sortes de cavaliers ici. Et j'aurai à prendre diverses décisions sur la configuration. Vous me dites qu'avec la carte Plug and Play et votre BIOS Plug and Play, je n'ai pas à m'occuper de tout ça. Exactement. Bon, voilà ce que je veux faire. Vous avez vu au début avec le Macintosh, c'était assez simple d'installer un lecteur de CD-ROM. Installons le lecteur ici avec la carte Plug and Play et la carte son. Et montrez-moi comment ça marche. D'accord. OK. Comment fait-on? On met... Vous insérez votre carte de commande. D'accord. Vous voulez introduire la carte son, Stuart? J'insère la carte Sound Blaster dans cette fente, d'accord? Les deux cartes sont en place et vous branchez le tout. Bon, Plug and Play nécessite plusieurs éléments pour fonctionner, n'est-ce pas? Dites-nous quels éléments il faut réunir, Albert. Pour avoir un vrai prêt à l'emploi, vous devez avoir un système d'exploitation Plug and Play, des cartes d'extension Plug and Play et un système BIOS Plug and Play. Bon, vous avez votre BIOS ici, votre carte, et le système d'exploitation. On n'a pas Windows 95 ici, alors comment peut-on fonctionner en Plug and Play? Le BIOS Plug and Play configure les cartes d'extension, indique les ressources nécessaires et vérifie qu'il n'y a aucun conflit entre les ressources qu'il fournit à la carte et celles qui se trouvent sur l'ancienne carte Sound Blaster. Si on avait Windows 95, qu'est-ce qui serait simplifié? On aurait une ou deux choses en plus. Tout d'abord, Windows 95 ajoute automatiquement les pilotes qui font fonctionner ce système. Sinon, on a ça à faire en plus. Nous avons ajouté les pilotes pour la démonstration. L'utilisateur n'a rien à faire de tout cela avec Windows 95. Ensuite, Windows 95 permet aux applications de savoir quand les ressources sont éliminées, comme dans la démonstration Microsoft que vous allez montrer avec la station d'arrimage. Windows a automatiquement exploré le réseau au moment de la connexion quand le laptop a été relié à la station d'arrimage. D'accord. Mais ici, avec le BIOS et votre carte, on peut faire pratiquement la même chose, non?
C'est exact. Bon, on est dans le gestionnaire de programme. Les cartes sont en place. J'aimerais que vous me montriez comment utiliser le CD-ROM là-dessus. D'accord, nous avons choisi l'encyclopédie Grolier comme application, nous l'avons installée. Il me reste donc à cliquer sur l'icône du groupe Grolier pour faire apparaître l'application. Nous allons accéder au CD-ROM par le contrôleur SCSI que nous venons d'installer et nous serons dans notre application CD-ROM. Bon, le CD-ROM fonctionne et je n'ai rien eu à faire. On est prêt. Ce qu'on a donc fait avec le Mac, comme on l'a vu tout à l'heure, on devrait pouvoir le faire avec Plug and Play sur un PC. Exactement, c'est aujourd'hui possible. Oui. Cela facilite beaucoup le travail des utilisateurs, qu'ils n'ont pas besoin d'installer des cavaliers sur ces cartes plug and play et il n'y a pas de conflit dans le système. Tout est réglé automatiquement par le BIOS du système. Messieurs, je vous remercie. La configuration idéale de Plug and Play est un système complet qui passe automatiquement d'un périphérique à un autre sans que vous ayez à lever le petit doigt. L'un des meilleurs exemples est le nouveau multimédia PC de Packard Bell. Et pour nous en parler, nous avons Fred Kern de Packard Bell. Bonjour Stuart. Comment allez-vous? Packard Bell s'intéresse aux particuliers, aux gens qui ne veulent pas entendre parler de DMA, IRQ et tout le reste, C'est ça. qui veulent utiliser leur machine aussitôt déballée. Disons qu'on vient de sortir ce Packard Bell de sa boîte, qu'on a branché les câbles et les prises de courant. Montrez-moi ce qui se passe quand je lance la machine. D'accord, dès que j'appuie sur la touche, le système se lance. Il entre dans Windows, puis dans Navigator. Navigator est le logiciel qui permet aux utilisateurs novices de faire fonctionner le système sans connaître DOS, Windows ou quoi que ce soit. Welcome to the main menu of Navigator, the easy way to get to know and use your Packard Bell computer. Bien, vous avez donc une interface très simple qui vous parle directement. Je n'ai pas eu à installer une carte son ni rien d'autre. La machine dit que voulez-vous que je fasse, etc. C'est ça. Navigator est une interface que vous avez ajoutée en plus de Windows, le relais entre Windows et l'utilisateur. En plus de Windows, elle donne accès à tous vos programmes Windows et à tous vos programmes DOS. C'est plus facile à utiliser et plus simple que Windows. Exactement, on vous donne la main. Vous n'avez même pas à cliquer, vous déplacez votre souris sur une touche et on vous dit ce qu'il y a derrière cette touche. Cliquons sur la touche, notez un seul clic. Je suis maintenant dans le centre d'apprentissage où je trouve mes didacticiels, mes programmes d'aide et de dépannage, tout ce qui aide un débutant à utiliser le système. J'ai aussi la section logiciel, c'est là que je lance tous mes programmes. Vous voyez la liste de tous les programmes. Si le système a besoin d'un CD, il me dit que je dois mettre un CD dans le lecteur de disque compact. Bon, parlons maintenant des fonctions Plug and Play. Cette machine est livrée avec le BIOS Plug and Play, n'est-ce pas? C'est exact, elle est prête à fonctionner avec n'importe quelle carte Plug and Play qui existe sur le marché. Nous avons le système d'exploitation et le BIOS Plug and Play nécessaire. D'accord, mais vous avez également le Plug and Tell. Supposez que j'ai une carte comme la carte Sound Blaster qui n'est pas Plug and Play. Je peux utiliser la fonction Plug and Tell, brancher le système, et il me dira comment répondre aux questions qu'il me pose. C'est exact, les cartes dites Legacy ne sont pas Plug and Play. L'utilitaire ISA que nous avons, la configuration ISA me permet de voir ce qu'il y a dans mon système, quelles connexions sont utilisées, et je peux cliquer ici. Bon, il me dit quelle carte j'ai. Je clique ici. Maintenant, je vois les IRQ, les DMA, toutes les adresses de mémoire qui sont utilisées. Attendez un peu. Dans le cas le plus simple, je vois ce qui se passe et ce que font toutes ces cartes. Et je pourrais répondre aux questions si je voulais. Exactement, vous pourriez voir les sources de conflit si vous connaissiez les paramètres de la carte. Mais si vous ne savez pas quels sont ces paramètres, vous les trouverez dans une autre fonction. D'accord. Si donc je veux aller plus loin et voir ce qu'il y a à l'intérieur, il me dira tout ça. Si je veux simplement installer une nouvelle carte et lui demander de m'aider, comment est-ce que je fais? Disons qu'on veut ajouter une carte et qu'on a le choix ici. Prenons une carte vidéo. Prenons la carte ATI Graphics Pro Turbo. Je clique ici et il me dit qu'il y a des réglages différents, des réglages usines. Il y a des ajustements à faire. Oui, voyons ce que nous avons. Je vois que j'ai des conflits de mémoire au niveau du port d'entrée-sortie. En sachant cela, je peux donner la bonne configuration à la carte pour le système sans problème. D'accord. Au lieu de me demander quel IRQ voulez-vous, quel DMA voulez-vous, que voulez-vous faire, il me dit voici la situation. Il me présente la situation à l'écran, ce qui est bien plus simple. Bon, c'est le Plug and Tell. C'est le Plug and Tell. Bien, Plug and Tell est une nouvelle technologie pour les PC, mais comme on a vu, elle existe sur le Macintosh depuis plusieurs années et sur la plateforme Unix. Nous avons trouvé une application fascinante de Plug and Play dans un environnement réseau dans la mine d'or Barrack, près d'Elko, dans le Nevada. Si vous visitez la mine d'or Barrack Gold Strike dans le nord-est du Nevada, vous avez l'impression d'être un Lilliputien au pays des géants dans les voyages de Gulliver. Des camions géants déboulent dans une vaste fosse où une énorme grue excave des tonnes de terre comme si c'était de la poussière. C'est un monde où on déplace littéralement des montagnes. « 220 tonnes de terre sont excavées chaque jour, dont on extrait plus de 100 kilos d'or.
Rien que cette année, la mine Barrick Goldstrike produira près de 50 tonnes d'or au terme d'un processus d'extraction long et coûteux. Qu'est-ce qui justifie le coût de creuser, broyer, usiner et filtrer moins d'une once d'or par tonne de terre? Une simple raison, ce métal précieux se vend de nos jours à près de 400 $ l'once. Mais même dans cet univers aux proportions gigantesques, le PC et le réseau PC ont trouvé leur place, organisant et planifiant les activités de la mine qui fonctionnent 24 heures sur 24. En 1993, Barrick a connecté ses 250 ordinateurs dans un réseau Unix basé sur les serveurs Sun Microsystems. Nous voulions trouver un moyen de rassembler tous les points de traitement de l'information qui étaient disséminés dans la mine. Parce que sur notre ancienne plateforme, nous étions incapables de desservir tous les employés de la mine. Chacun travaillait dans son coin, prenant des rapports qui avaient été créés au centre administratif pour les saisir sur un PC indépendant. Et les gens produisaient bien sûr des rapports qui n'étaient pas transférables. Les informations étaient différentes. Et la direction à American Barrick a réalisé qu'il fallait faire quelque chose pour s'assurer que les informations circulaient convenablement dans la mine. L'ordinateur est omniprésent à Goldstrike, du service des achats au hangar d'entretien des véhicules en passant par les bureaux techniques. Il est également présent dans la tour de régulation où on assure le contrôle de la circulation des camions de minerais géants dans la mine. Mais l'aspect le plus impressionnant du réseau PC de la mine Goldstrike est probablement la simplicité avec laquelle les changements sont introduits. Pour ajouter des cartes, des périphériques ou des disques durs, pas besoin de reconfigurer à l'extérieur, de jongler avec les commutateurs de circuits intégrés ou les cavaliers. Le plug and play nous donne la possibilité d'éteindre la machine en fin de journée, d'insérer la nouvelle carte dans la machine et sans devoir éplucher des manuels pendant des heures pour comprendre ce que fait cette carte et comment on est censé dire au système d'exploitation de l'employé. On met simplement la carte, on rebranche la machine, on relance le système et il sait que la nouvelle carte est en place et comment s'en servir. Pour les chroniques de l'informatique, ici Charles Bateman. Que se passerait-il si vous vouliez brancher 2 souris dans votre ordinateur, 2 manettes de commande ou 2 moniteurs? Est-ce possible? La réponse est oui, si vous utilisez ce qu'on appelle un bus d'accès. Peretz Tsarnovsky de Computer Access Technology va nous expliquer. Qu'est-ce qu'un bus d'accès? On a parlé de plug and play jusqu'à présent. Quelle est la différence avec le bus d'accès? Le bus d'accès est essentiellement une nouvelle norme de correspondance plug and play avec les périphériques. C'est une technologie intuitive, très simple. Quand vous branchez une nouvelle carte, le système hôte est immédiatement averti qu'il y a une nouvelle carte. L'hôte extrait toutes les informations nécessaires sur la carte et peut immédiatement utiliser les fonctions de la carte. Bien, nous avons ici un exemple simple. 3 souris différentes sont branchées sur l'ordinateur et on les voit sur l'écran. Il y a une souris rouge, une souris bleue et une souris rose, d'accord? Et vous dites que si je débranchais une souris en temps réel, l'ordinateur saurait ce qui se passe? Exactement. Est-ce qu'on peut essayer? Je vais enlever la souris rouge et l'ordinateur a l'air de comprendre. Il s'est reconfiguré et il dit qu'il ne reste que 2 souris. Oui. Et je peux rebrancher la souris en temps réel? Oui. Plug and play. Voilà, la souris rouge est revenue. Vous avez un programme moniteur qui montre ce qui se passe. Voyons ça de plus près, Peretz. D'accord, je vais d'abord sortir de cette application et j'active le moniteur. Cette application affiche essentiellement ce qu'on appelle le tableau des périphériques. C'est une liste des périphériques connectés à l'ordinateur hôte. Vous voyez sur la liste le clavier, qui est le bus d'accès, vous voyez les 3 souris bleues, roses et rouges. Et vous avez le moniteur, la dernière version du moniteur NEC. Vous avez un moniteur qui passe par ce bus, cette connexion et un clavier supplémentaire. Si je débranche un de ces périphériques en temps réel, on verra ce qui se passe? Oui. Je vais débrancher celui-ci. Voyons s'il peut me dire ce qu'elle c'est. D'accord, je rappelle la liste. Et il me dit qu'il n'y a plus de souris bleue. La bleue a disparu. Et je peux en temps réel rebrancher ma souris. Oui, je ressors la liste. Et la voici. La bleue est revenue. Bien, maintenant vous avez branché un clavier supplémentaire. Pouvez-vous montrer que les 2 claviers sont actifs? Oui, pour cela, je dois entrer dans une sorte de traitement de texte. J'ai le notepad. Je peux effacer, taper sur le clavier d'accès ou sur le clavier original, ici. Voici le clavier relié au processeur central. Et ici, vous avez un clavier périphérique qui fonctionne en même temps. Oui, c'est un clavier d'accès qui utilise le pilote de clavier d'accès et vous pouvez ajouter d'autres claviers. Vous avez dit que le moniteur passe par le bus d'accès. Il y a donc une connexion supplémentaire. Le moniteur est équipé de la technologie des bus d'accès. Quel est l'avantage?
Eh bien, avec ce moniteur, vous pouvez régler pratiquement tous les paramètres du moniteur à partir de l'ordinateur. Vous avez un panneau de contrôle et vous pouvez tout régler. Ce n'est donc pas un simple dispositif de sortie, c'est un dispositif qu'on peut régler avec le logiciel. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. D'accord. Voici le gestionnaire d'images. C'est un panneau de contrôle spécialement mis au point pour les moniteurs de bus d'accès. Je vais vous montrer comment régler les dimensions et la position. Voici les dimensions originales. Je peux agrandir le moniteur, je peux le rétrécir. C'est très facile avec le logiciel. Je peux facilement changer la position horizontale. Je peux le déplacer vers un côté ou vers l'autre de l'écran. En faisant passer le moniteur par le bus, vous pouvez régler avec le logiciel tous les paramètres qu'on doit normalement régler au tournevis ou en appuyant sur des boutons. Exactement. Eh bien, comment obtenir cette technologie? C'est une de vos cartes, n'est-ce pas, si vous voulez ajouter ce type de bus dans un desktop? Oui. Et qu'est-ce que vous avez là? C'est une extension qui se branche dans le port parallèle et lui permet d'ajouter des capacités de bus d'accès à un ordinateur portable ou autre. Vous pouvez donc vous doter de cette technologie bus en connectant ces éléments. Voici un exemple sur un circuit de fond de panier. C'est un fond de papier 486 équipé pour un bus d'accès. Il y a une puce prévue pour ça. Voici la puce. Oui, Bien, merci beaucoup. avec plaisir. La façon la plus simple de connecter du matériel informatique, c'est de ne rien avoir à brancher. C'est le cas avec JetEye, que vont vous présenter Fred Rome d'Extended Systems et Claire Anderson de Hewlett Packard. Bonjour. On a parlé de plug and play jusqu'à présent. Vous savez ce que vous appelez point and shoot. Quelle est la différence entre les deux? La facilité d'emploi. Avec Point and Shoot, vous alignez vos composants plus ou moins et vous appuyez sur un bouton. Les données sont alors transférées par infrarouge. Vous connectez différents composants sans câble ni prise. Sans aucun câble, on utilise la nouvelle norme ouverte et c'est très simple. C'est une norme ouverte. Autrement dit, tout le monde parle la même langue avec cet C'est infrarouge. exact. Vous verrez que tous les composants de fabrication différentes utiliseront la même norme l'année prochaine. Bien, Fred, on a un desktop avec l'émetteur-récepteur à infrarouge. Oui, c'est ça. C'est un émetteur-récepteur externe à infrarouge qui se branche sur le port série du desktop et qui permet de communiquer par infrarouge. Et il est intégré à votre notebook. Ouvrez votre Omnibook. Commençons ici avec le desktop et montrez-moi comment connecter tout ça par infrarouge. Sur le desktop, on utilise l'Uplink. C'est un exemple de logiciel qui pourrait fonctionner par connexion infrarouge. Il attend d'être connecté et j'ai activé une connexion sur l'Omnibook. On vient d'entendre un bip, ils sont reliés. Ils sont connectés et ils mettent en correspondance les adresses de leurs fichiers. Le desktop peut accéder à l'Omnibook et l'Omnibook peut accéder au desktop. Vous voyez que le lecteur C, qui est mon disque dur, est directement connecté au desktop. J'ai préparé un communiqué de presse que je veux entrer sur mon ordinateur tablette ou portable. Je l'amène sur le lecteur D et il est recopié. C'est comme s'il y avait un autre lecteur sur le desktop. Exactement. Et on peut faire la même chose en allant de l'Omnibook au desktop. Si je voulais installer un autre programme, j'aurais accès à ce disque souple. Bon, on vient donc de transférer un fichier par infrarouge. Maintenant, je veux l'imprimer. Est-ce que je peux aller du notebook à cette imprimante à jet d'encre? Tout à fait. Vous pouvez utiliser un adaptateur externe semblable à celui qui se trouve sur le desktop, qui se branche simplement sur le port parallèle de l'imprimante. Et voici notre communiqué de presse. Je vais le sortir. Est-ce que je peux mettre une feuille de papier? Allez-y, introduisez le papier. Bon, on va maintenant du laptop vers l'imprimante. C'est exact. Toujours avec la technologie infrarouge. Deux fonctions différentes, même interface. Une fois que l'imprimante est prête, elle se connecte et les infrarouges transmettent les données. On voit le signal occupé là. Bon, parlons du petit Palm Top, votre ordinateur tablette. On pourrait faire la même chose en allant du notebook au Palm Top, tous deux équipés du système infrarouge. Tout à fait. D'accord, vous avez une chose qui s'appelle Starlink, Klein. Qu'est-ce que c'est? Oui, les infrarouges sont parfaits pour les courtes distances, mais Starlink de HP est conçu pour assurer une couverture nationale. Vous pouvez recevoir des bulletins d'information de météo, de sport et des messages personnels sur votre Palm Top ou votre notebook. Et toujours sans utiliser de câbles pour franchir la distance qui les sépare. C'est le même principe du sans-fil, point and shoot, sauf que vous transmettez un satellite dans le ciel. Oui, avec la liaison par satellite, ça fonctionne dans n'importe quelle agglomération urbaine du pays. Je vous remercie. Voilà pour cette édition des Chroniques de l'informatique. Souvenez-vous, si vous avez des questions sur l'émission d'aujourd'hui ou des suggestions pour les futures émissions, contactez-nous au forum Computers on Television sur CompuServe. La commande est Go Chronicles. Ici Stuart Chiffet. À bientôt.